Bonjour à toutes et à tous. J'adore écouter des conférenciers avant moi et je déteste écouter des conférenciers avant moi. J'adore parce que ça me donne plein d'idées et je déteste parce qu'à chaque fois je me dis t'as qu'une demi-heure, t'as quelques messages à passer et une fois que j'ai écouté tout le monde, j'ai 25 pages de liens, de choses à vous dire, d'éléments où je me dis mince, t'avais pas pensé à ça, t'avais pas pensé à ça. Alors je vais faire quelques liens. Je vais faire comme Maxime, l'intérêt que j'ai vu à écouter les liens précédents. Mais juste avant ça, je vais prendre une petite phrase clé pour vous expliquer pourquoi on s'est mis, nous, à travailler sur la paix et l'économie. Ou en tout cas, comment on répond aux personnes qui nous disent « mais quelle différence entre les gens qui travaillent sur l'environnement, dans l'entreprise sur la responsabilité sociétale et environnementale, et vous sur la question de la paix économique ?» Et ma réponse, elle est assez simple, elle est de dire « un monde plus chaud va être un monde plus violent ». Et si vraiment il y a un intérêt à travailler sur la question de l'environnement, quand la première personne qui parlait le cadre dans lequel on est en disant qu'ils n'avaient pas vu immédiatement le lien entre les deux, la réponse elle est là. Comment fait-on dans ce monde qui va être plus chaud pour arrêter de croire qu'il ne faut s'occuper que de l'environnement et ne pas voir que peut-être il sera, si jamais vraiment la planète disparaissait de ces dégradations, on n'aura peut-être de toute façon pas tant de voir parce que quand les gens vont avoir soif, ils vont se battre pour boire. Ça c'est vraiment un des points clés. Alors, je vais faire mes quelques liens des notes que j'ai prises. Depuis ce matin, on parle de conscience. L'idée de la paix économique, ça va être vraiment de se rendre compte à un moment donné qu'on baigne dans un paradigme particulier qui nous raconte une histoire particulière et que depuis un certain nombre de dizaines d'années, ce paradigme est principalement dominé par la vision économique. Si je le regarde autrement, nous sommes tous une forme d'homo economicus, c'est-à-dire des gens qui n'ont des actions que pour leur intérêt bien compris, quelle que soit l'action qu'ils engagent, qui est à peu près le regard du monde néolibéral. Et ce paradigme-là va teinter plein de choses. Je vais prendre un exemple qui est présent depuis ce matin, n'y entendez pas une critique, entendez-y une espèce de fine-tuning de la chose. Le monde occidental percevant la vie principalement à travers l'individu, depuis ce matin, quand on parle de conscience à partir de l'individu. Mais le monde africain ne parle pas de conscience à partir de l'individu, il parle de conscience à partir du groupe. La philosophie Ubuntu est « nous sommes donc je suis ». C'est-à-dire que le point de départ de conscience est sur le groupe, pas sur l'individu. Donc si vous le pouvez, depuis ce matin, à chaque fois que vous avez entendu conscience, ne faites pas l'amalgame trop vite entre conscience et personne. Bien sûr qu'il y a conscience dans la personne, mais la porte d'entrée suivant les cultures ne va pas forcément être la personne. Dans cette question de la pleine conscience, et pour faire un pont avec Jean Gérard, tout au début, dans cette question de la pleine conscience, quand on la ramène dans le monde de l'entreprise, en fait, la chaire de recherche que je dirige, quand on l'a créée en 2012, s'appelait Mindfulness, bien-être au travail et paix économique. On avait pris mindfulness en anglais pour une raison assez simple. On s'en rend plus compte aujourd'hui, mais en 2012, personne ne parle de pleine conscience. Et nous, on avait très peur de la mivilude, en se disant, si jamais on appelle la mivilude, c'est l'organe qui surveille les sectes, on s'est dit, si on appelle notre centre de recherche pleine conscience, parce que c'était là à l'époque, si on dit que c'est pleine conscience, ça va être compliqué. Cette idée de la conscience, donc, j'étais en train de vous dire, pour ne pas perdre mon mot, c'est devenu dans l'entreprise un outil. C'est-à-dire que le monde économique ayant un paradigme qui dit tout ce qui existe autour de moi, ça rejoindra Maxime en même temps, tout ce qui existe autour de moi est à ma disposition pour que je puisse agir et faire quelque chose sur le monde, dans l'entreprise, très souvent ou trop souvent, cette question de la conscience est devenue un outil que je vais avoir pour tenter de faire quelque chose. À la fin, dans l'entreprise, le faire quelque chose, ça veut dire maximiser mes profits, soit en réduisant mes coûts, soit en améliorant mes profits. Par exemple, Marcel, puisque tu es énervé, va méditer donc avec le père Steller, là, quelquefois, parce que là, quand tu es énervé, tu n'es pas très efficace, tu n'es pas très performant. La porte d'entrée principale qu'on prend, nous, dans le monde de l'entreprise sur la pleine conscience, ce sera la fin de mon lien avec Jean Gérard, n'est absolument pas d'aller sur la question du bien-être à cause de ces sujets-là. Parce que ça veut dire gestion du stress, ça veut dire bien-être, ça veut dire réduction des coûts, etc., etc. La porte d'entrée qu'on prend, c'est pleine conscience, c'est une mise en relation. Et c'est une mise en relation de moi à moi, une mise en relation de moi à l'autre, une mise en relation de moi avec mon projet, avec ma mission, avec mon entreprise, avec mon environnement, etc. Et l'intérêt de la mise en relation, c'est qu'elle va permettre une chose fondamentale, c'est ma capacité, si l'environnement est suffisamment protégé, de dire ce que j'ai à dire. Puisque si je suis dans mon environnement protégé et que cette mise de relation de la conscience de soi est en place,
alors je vais pouvoir dire ce que j'ai à dire sur tous mes désaccords. Si vous vous mettez dans la tête d'un patron, vous verrez que quand on lui dit pleine conscience, ça permet d'améliorer le bien-être, il entend je vais gagner plus. Si on lui dit ça permet d'exprimer ses désaccords, il dit non, on ne va pas faire de pleine conscience tout de suite. Le lien que je vais faire avec Catherine. Catherine a parlé de plein de choses que je trouve magnifiques. Et il y en a une sur laquelle je vais aussi tourner un peu le bouton du fine-tuning, sur la question de la gestion des conflits. Vous imaginez bien que dans les entreprises, alors quand je dis entreprise, si vous n'êtes pas dans une entreprise, entendez toute forme d'organisation. J'ai tendance à dire entreprise, mais ça veut dire tout type d'organisation. ONG, association, entreprise ou institution publique, nationale ou locale, peu importe. Et cette idée de la gestion de conflits, elle est très présente aussi. Mais certainement, et Catherine la première, si vous pensez la gestion de conflits, en fait, vous savez, en ayant travaillé sur la pleine conscience, que le propos n'est pas de devenir un gestionnaire de conflits. Le propos est de révéler qu'il y a conflit. J'ai fait une conférence pour des notaires il y a quelques mois, et à la fin de la conférence, une notaire me dit « J'adore ce que vous racontez, c'est exactement ce qu'on fait, on passe notre journée à gérer des conflits. » Et là, en revenant sur la pleine conscience, je lui ai dit « Mais en fait, je ne suis pas très sûr que ce soit votre job de gérer des conflits. Par contre, avoir devant vous deux parties qui sont en tension, et qui sont en tension parce qu'elles ne veulent pas reconnaître qu'elles ont un point de départ qui est un conflit, ça, c'est votre job. C'est-à-dire, comment je vais faire pour que ces parties reconnaissent et prennent conscience que sur la table, il y a un conflit, et une fois que j'aurai fait ça, alors j'aurai fait mon boulot, puisqu'une fois que le conflit va être vu, on va pouvoir commencer à le discuter, à travailler avec lui. Alors, le lien avec Maxime. Il y en a un qui est rigolo, je ne sais plus qui c'est, il me semble, c'est Spinoza. Une chose n'est pas désirable parce qu'elle est belle parce qu'elle est désirable, qui était la suite de la phrase de Socrate. Elle est importante, celle-ci, dans le monde économique. Vous allez voir, le pont est très rapide. C'est quoi le job du marketing? C'est de vous faire croire qu'une chose est désirable. Et c'est de vous faire confondre un besoin, j'ai besoin de boire pour vivre, avec une envie. J'aimerais changer de voiture parce que quand même la mienne, elle a déjà 2 ans et demi. Si je pouvais en avoir une plus grosse et plus récente, ça serait mieux. Et j'ai besoin de changer de voiture, ce qui n'est pas du tout la même chose. Pour l'instant, je n'en suis que dans des ponts, j'en suis désolé. Et de tous ces ponts-là, je vais tirer quelque chose d'important pour moi, qui vraiment était, en tout cas je l'ai entendu dans l'intention des 3 conférenciers avant vous, elle va être dans la mienne aussi, et du coup je vais la nommer parce que je sais que moi je vais aller titiller des endroits qui peuvent être perturbants. Il n'y a pas là derrière de question de morale dans ce que je vais vous raconter. Je ne vais pas vous raconter qui est le bon et qui est le gentil, voire je vous encourage à faire attention. Il y a quelques années, j'ai quitté le groupe de travail du ministère de l'écologie qui travaillait sur l'économie sociale et solidaire à cause de ça. Et quand j'ai quitté, le haut-commissaire à l'époque me dit « Pourquoi tu t'en vas et pourquoi tu arrêtes ?» J'ai répondu « J'arrête parce qu'à chaque fois que je viens travailler avec vous, ce que je finis par entendre moi, c'est « Ici, on est les gentils, dehors, il y a les salauds. » Ça ne marchera pas. Il y a 3 semaines, j'étais à Londres pour un dîner sur la paix. Dans ce dîner sur la paix, le dîner se déroule, on était une 12aine de personnes, et à un moment donné, un monsieur, un Norvégien, prend la main à la fin, il dit « Écoutez, je crois que j'ai compris, c'est vraiment très engageant, j'ai envie de participer avec vous, de travailler, mais quand même, pour que la paix s'installe, d'abord, il va falloir tuer les diables. » À ce moment-là, on parlait de l'Iran, en fait. Je ne sais pas si vous voyez la violence de la chose. Comment je peux imaginer, et là je vais rejoindre encore une fois Catherine, comment je peux imaginer gérer la violence ou permettre la paix si la seule chose que j'imagine pour gérer la violence, c'est de faire de la violence? Et une des difficultés les plus grandes de la paix économique, ça va être quoi? Ça va être ma capacité à gérer la violence ou à faire face à la violence sans violence. Ce qui fait qu'à tous ces dirigeants qui, depuis 15 ans, nous traitent de bisounours, ma réponse est de leur dire « Mais venez donc sur scène ». Parce que générer de la violence, ça, c'est pas très difficile en soi. Par contre, faire face à la violence sans violence, quand je suis dans une réunion et que tout à coup quelqu'un m'humilie dans la réunion parce que c'est le seul outil, c'est la seule chose qu'il a dans son sac à dos, il n'y en a pas d'autre. J'ai 2 options magiques chez l'être humain. J'ai l'option de sortir en claquant la porte, qui déjà signifie un peu quelque chose. J'ai l'option de m'excuser en disant « Oui, tu as raison, je suis vraiment désolé », alors que je viens d'être profondément blessé. Ça, c'est la partie d'évitement. Puis j'ai l'option agressive. L'évitement, quand je me sens moins puissant que celui qui vient de m'humilier, et l'agression, parce que je me sens plus puissant. Et là, je vais sortir mon gourdin virtuel. Il vient de m'humilier devant tout le monde. Il va prendre un coup de gourdin au-delà du mur du son, et il va comprendre que ce n'est pas quelque chose qu'on fait.
Tout ça pour vous dire quoi? Maintenant que je vais rentrer dans mon sujet pleinement, un des gros problèmes sur cette question de la paix, c'est vraiment la question du paradigme dominant dans lequel nous baignons. Et un des intérêts de la paix économique, et je vous encourage à ça, c'est de ne pas entendre économique pour l'instant, c'est d'entendre paix. Et vous allez voir pourquoi. Si je vous dis qui veut la paix prépare, merci. Ça, c'est un paradigme. C'est quoi un paradigme? C'est l'ensemble des représentations, des pensées, des croyances, des imaginaires, des mythologies, etc. que j'ai en moi, qui font qu'à un moment donné, mon système en arrière-plan va développer mes propres pensées qui vont amener mes propres comportements. Vous imaginez bien que si ce que vous développez au moment où je vous dis qui veut la paix prépare, et automatiquement vous me répondez la guerre, on va juste s'arrêter un instant, on ralentit le film, et on va questionner ça. Vraiment, vous pensez que pour se préparer à la paix, il faut préparer la guerre? Je vais témoigner. J'ai été dans ma vie, pendant 7 ans, pilote de chasse dans l'aéronaval. Quel est le job d'un pilote de chasse, à votre avis? Tuer, je vais le dire plus violemment que vous. On peut le dire dans tous les sens. On peut faire des affiches pour les armées en disant « aider les autres », puisque c'est à peu près ce qu'il y a sur les affiches. Le job d'un pilote de chasse, c'est soit je descends un autre avion, soit je fais, j'aimais beaucoup ce mot-là quand j'étais dans la marine, parce qu'il me faisait penser à l'économie, soit je vais délivrer des bombes. Ça délivre, un peu comme le gars en vélo qui vous amène la pizza. Est-ce que vous pensez vraiment qu'au bout de 7 ans de préparation à la guerre, j'étais prêt à la paix? Je vais vous dire la chose la plus terrible. C'est qu'au bout de 7 ans, en 2015, je fais une conférence avec Mathieu Ricard, et à la fin de cette conférence, j'ai un ami qui était un anglophone qui était dans la régie en train de faire la traduction en simultané, qui lui était aussi un ancien officier de l'armée anglaise. Pendant la conférence, il m'envoie un texto que je vais voir à la fin de la conférence. Et sur son texto, il me dit « Tu sais Dominique, quand tu dis ça, ça me gêne un peu parce que moi j'ai aimé me préparer à la guerre. » Et ma réponse va être terrible. Ma réponse va être de lui dire « Moi aussi, et punaise, c'est bien ça le problème. » C'est que si on continue d'avoir une culture qui est une culture de guerre, si ce qu'on enseigne à nos enfants depuis le plus jeune âge, c'est une culture de compétition, c'est une culture de classement, c'est une culture de la note, c'est une culture qui dit que je ne vaux que si je suis dans des matières scientifiques, que si je trouve la bonne école, que si je parle 4 langues parce que les autres en parlent déjà 2, donc ça commence à devenir compliqué. Si c'est ça notre culture, alors l'équipement que je vais avoir dans mon sac à dos ne va être qu'un équipement agressif. En juillet dernier, on faisait les concours d'entrée de l'école de management de Grenoble où je suis professeur, et j'avais devant moi un jeune qui avait 19 ans, qui à un moment donné interview, c'est un des jeux de l'exercice, et il me dit « Vous faites quoi ?» Je dis « Je dirige un centre de recherche UNESCO sur la paix économique. » Et là, il me dit « Ouh là, ça doit être très utopique ce truc-là. » Si à 19 ans, un jeune se dit en écoutant paix économique, c'est très utopique, vous imaginez comment le paradigme économique dominant est venu impacter son regard sur le monde. J'en viens à l'histoire. Très rapidement, pourquoi moi je suis arrivé là-dessus? Alors je vais faire un pont historique assez lointain, mais assez important, puisque je pense que c'est vraiment des sujets dans lesquels on va, parce qu'il y a une blessure qui est présente. Je suis issu de certains endroits pas très loin de Jean Gérard. Je suis issu de la Moselle germanophone. Et comme dans la Moselle germanophone, j'ai 4, 5, 6 ans, et que la première fois que je vais au cinéma avec mon papa, qui, quand il parle comme ça à peu près, parce que de toute façon, déjà, il a réussi à apprendre le français entre-temps, donc c'est pas mal. Et que dans ce cinéma de village, derrière vous, avec votre père qui vous tient par la main et vous avez 5, 6 ans ou qui vous entendez sale boche, il va y avoir un impact qui va être un impact violent, mais qui finalement va être salvateur pour moi, sauf dans les premières années, puisque quand vous vivez dans un pays, la France, qui passe son temps à dire que vous faites partie du monde ennemi, et qu'en même temps vous essayez de vous en tirer. Je vous fais une histoire courte, à la fin vous devenez pilote de chasse pour quand même dire à la France « Oui, je suis avec toi, je veux bien mourir pour toi ». Ça c'était pour un raccourci rapide, mais en tout cas ça vous donne une idée du pourquoi de la chose. On est en 2008 dans cette école de management. 2008, crise des subprimes, retour d'un collègue, crise des subprimes, mais surtout vague de suicides médiatisés dans une grande entreprise française, si vous vous en souvenez. Un collègue revient du Japon, il enseignait pendant 4 mois, et au Japon, il va rencontrer des profs qui travaillent dans les études sur la paix. Peace Studies in English. Pas d'études sur la paix en France, ça n'existe pas. Il n'y a pas de champ académique sur la paix en France. Et ce collègue qui s'intéresse à mes sujets
Mon sujet central, ma formation étant plutôt psy, même si je suis docteur en management, mon sujet central était, et toujours, ce que j'appelle entre puissance et fragilité. Qui je suis en tant qu'être humain dans ce jeu perpétuel entre mes forces, mes lumières, ma capacité d'être joyeux, de partager, de contribuer, et ma capacité d'être fragile, d'être vulnérable. J'aurais dû aller à gauche parce que sinistre, c'est de ce côté-là. Puis au-delà d'être vulnérable, d'être dans des trucs de plus en plus gris, de plus en plus noirs que j'aime pas trop. Et ce sujet entre puissant et vulnérable, ce collègue le questionne et à un moment donné me dit, tu sais, j'en ai vraiment marre d'être dans une business school, on passe notre vie à enseigner la guerre économique. Je suis presque certain que paix économique, vous n'en aviez jamais entendu parler, et que peut-être c'est venu vous bousculer. Et je suis presque certain que guerre économique, vous l'entendez tous les jours, et ça ne pose plus aucun problème. Et quand un étudiant entend paix économique pour la première fois, il dit « Monsieur, c'est pas un peu utopique votre truc ?» Pourquoi ? Pas parce que c'est utopique, mais parce que le paradigme dominant fait que ça n'existe pas dans mon monde, dans mes représentations, dans ma façon de faire, etc. Et ce collègue va me dire, tu sais, toi qui étais militaire, quand un militaire part au combat, il ne sait pas quand, mais il a toujours devant lui un horizon de paix. Quand un manager rentre dans une entreprise, ce qu'on lui dit, c'est qu'il va être en guerre à partir de là, que c'est de plus en plus globalisé, que ça monte en puissance de façon exponentielle et que ça ne s'arrêtera pas. Et notre point de départ sur la paix économique était de dire, on en a marre d'entendre parler de guerre, d'avoir un vocabulaire uniquement guerrier. Si vous regardez le vocabulaire de l'entreprise, c'est un vocabulaire qui est guerrier. D'avoir des étudiants qu'on forme à devenir ces futurs managers qui seront guerriers et de ne plus avoir d'horizon potentiel. Ce qui donne aujourd'hui, pour les jeunes que voit Catherine, des jeunes qui disent « mais moi, je ne veux pas travailler en entreprise ». Ce qui, pour nous, est une catastrophe. Pourquoi ? Parce que s'il n'y a pas d'entreprise, je suis désolé, je vais lire comme ça, je suis à poil dans la milliseconde. J'ai plus d'habits, j'ai plus ça, j'ai plus de micro, j'ai plus rien. Et le propos de la paix économique, c'est quoi ? C'est de dire, puisqu'aujourd'hui, le paradigme économique est devenu totalement hégémonique et qu'il appuie sur tout, plus une seule décision politique sans économique, plus rien dans le monde du sport sans économie, plus rien dans le monde des arts, plus rien dans le monde de la culture, plus rien dans le monde de l'éducation, plus rien par rapport à la nature, puisque même la nature, maintenant, les humains, il paraît, vont la réparer, si vous voyez l'arrogance de la chose. Donc, comme le modèle économique est totalement hégémonique, notre propos à nous est de dire, alors, il faut absolument travailler avec l'économie, et surtout pas la pointer du doigt en disant qu'ils sont les méchants. C'est comment fait-on pour permettre à tous ces gens qui vont devenir nos futurs leaders de bouger leur représentation du monde, de prendre conscience que ce paradigme dominant ne leur permet pas de voir qu'on pourrait agir différemment. Et puis la fin de cette première histoire-là, elle est assez simple, c'est quand vous êtes dans une école de management et que vous regardez les médias et que vous regardez les crises, vous vous dites, si toutes les crises qu'on traverse, environnementales, climatiques, sociales, économiques, déplacement de population, 3 petits points jusqu'aux guerres. Pour l'anecdote, entre 2008 où on démarre et la guerre d'Ukraine, à chaque fois qu'on dit que l'économie mène aux guerres, dans le monde dans lequel on vit, tout le monde nous rit au nez. Depuis la guerre d'Ukraine, ça rigole beaucoup moins. Parce que Poutine a beau nous expliquer que ce sont des russophones. Pour l'anecdote, Poutine fait la même chose qu'Hitler. Nous étions des germanophones, donc il fallait récupérer l'Alsace et la Moselle, parce que c'est la même langue que nous. Dans la réalité, pour Hitler, la Moselle, principalement, c'était le réservoir de charbon et d'acier de toute la France. Et si on piquait à la France, c'était pour nous, en termes économiques. Regardez donc ce qu'il y a dans le Donbass et regardez donc ce qu'il y a dans les parties ukrainiennes que Poutine est en train de récupérer. Et vous verrez que la conclusion, c'est qu'il n'y a pas un conflit sur cette planète qui n'est pas sous-tendu par une problématique économique. On peut vous raconter toutes les histoires qu'on fait derrière, en dessous, c'est économique. Vous pourriez me dire, oui, mais ça peut être pouvoir. Oui, mais c'est quoi pouvoir ? C'est économique. C'est que derrière, si j'ai le pouvoir, je vais pouvoir attirer à moi tout ce que disait Maxime juste avant, je vais pouvoir récupérer tout ce qui m'est nécessaire et tout ce que je veux stocker. Quels sont les fondements de la paix économique ? Là, je vais faire des ponts aussi avec des choses qui ont été dites avant. Premier fondement, c'est ce que je viens de commencer à évoquer, c'est la question anthropologique. La question anthropologique, elle dit quoi ? Elle dit comment je regarde ce qui est autour de moi, comment je regarde le monde et comment je nous regarde en tant qu'être humain. Comment je réponds aux grandes questions que sont c'est quoi la vie, c'est quoi être humain, c'est quoi faire société, c'est quoi faire entreprise.
Je vais prendre l'exemple d'être humain, pour ne pas tout dérouler, j'aurai pas le temps. Si être humain, c'est l'homme est un loup pour l'homme, vous la connaissez celle-ci? Hobbes. Mais ce que vous ne connaissez peut-être pas, c'est que Hobbes n'a jamais dit l'homme est un loup pour l'homme. Hobbes a dit l'homme est un loup pour l'homme parfois, et parfois l'homme est sacré pour l'homme. Ça me va bien ça. Moi, je sais très bien qu'à l'intérieur de moi, je peux être un garçon d'une gentillesse incroyable, et que si on commence à me gratter trop, je peux basculer dans un endroit qui ne me plaira pas après. Plaute, avant lui, un romantique écrivain de pièces romaines, c'est lui le premier en fait qui fait dire dans une pièce qui s'appelle Asinaria à un de ses personnages, l'homme est un loup pour l'homme. Et là encore, le modèle économique a retenu cette partie-là. Mais dans la pièce Asinaria, c'est écrit l'homme est un loup pour l'homme, virgule, qu'il ne connaît pas. Eh bien oui, ici, là, au milieu, on a un système dont le seul objet, c'est notre préservation face au danger. Et quand je crois ce que je ne connais pas, quelqu'un que je ne connais pas, je suis très content d'avoir en moi un truc qui dit « Ok, on va voir comment ça se déroule ». Et dans la pièce Asinaria, après qu'il ne connaît pas, il y a un point, et il y a une deuxième phrase qui dit « Et l'une des meilleures manières qu'il a de créer la paix, c'est de faire commerce ». Au sens le plus large du mot commerce, hein, on n'est pas juste business. Et là, on a quoi? On a la CNV. C'est que finalement, j'ai un système en moi qui est là pour me protéger. Quelqu'un que je ne connais pas risque de me déstabiliser dans mes peurs. Mais je sais aussi que j'ai une capacité d'aller vers lui avec cet organe-là. Et que si je fais commerce d'un certain nombre de choses, alors j'ai créé la chose la plus importante qu'on va retrouver dans l'anthropologie moderne. Et que Maxime a dit d'une manière, je vais le dire d'une autre. Comment fait-on pour passer d'un monde objet d'exploitation à un monde sujet de relation? Vous vous souvenez, c'était marqué objet-sujet. C'est exactement le même positionnement que nous. C'est pour ça que je donnais ma carte en lui disant « il faut qu'on se parle ». Comment fait-on dans nos modèles économiques pour passer d'un monde objet d'exploitation à un monde sujet de relation? C'est quoi un monde objet d'exploitation? Eh bien, c'est ce qu'il a dit. La nature est à notre disposition, elle est là pour être exploitée. Je vous donne un exemple. En 2015-2016, je suis invité à l'université de Princeton pendant un an. Et parmi les travaux qu'on doit faire, moi je vais choisir d'en faire un. En fait, on est dans un contrat pour la NASA. Je vais faire un travail sur la sémantique des agences spatiales au niveau mondial. Je vais ne vous en prendre que deux, la sémantique de la NASA et la sémantique de l'agence spatiale japonaise. Sémantique de la NASA, nous sommes pionniers, nous voulons le rester, nous voulons rester premiers et nous allons dans l'espace pour exploiter les ressources disponibles. Modèle classique, ultralibéral, la nature est là, elle est à ma disposition. Sémantique japonaise, nous allons dans l'espace pour une seule raison, c'est améliorer la vie sur Terre. Si vous voyez le distinguo, il est d'un côté un monde objet d'exploitation et de l'autre côté un monde sujet de relation. Je fais un décalage rapide avec l'entreprise. Et vous avez près de vous un gobelet, un crayon de papier, ou je ne sais pas quoi. On va dire que j'ai mon petit gobelet. Tu veux bien me le donner, mon petit gobelet là? L'autre, il est encore moins cher. C'est quoi la valeur économique de ça? 5 centimes, 3 centimes, 2 centimes, à peu près, à la louche quand c'est acheté en gros. On va faire un petit exercice rapide. Ça, c'est donc un objet d'exploitation. C'est quoi un objet d'exploitation? C'est quand j'ai fini de le boire, je pourrais l'écraser, le jeter, il n'a pas d'intérêt. D'accord? Maintenant, si ça, je me pose la question de qui m'a permis de boire mon café tout à l'heure. Elle est là-bas au fond. Et qu'intérieurement, j'ai une petite courbure du dos à la japonaise, en essayant de ressentir une gratitude parce que cette personne me donne l'objet qui va me permettre de boire mon café. Qui lui a permis d'avoir l'objet? La personne qui a amené tous les gobelets sur la table. Qui lui a permis d'amener les gobelets sur la table? Celle qui a passé commande. Qui lui a permis de passer commande? Celle qui les a livrés. Qui lui a permis de livrer? Celui qui les a créés. Dans ceux qui les ont créés, il y a le coloriste, il y a le designer, il y a le responsable de la production, il y a le responsable. Si vous faites ce travail-là, vous allez tomber sur un travail de méditation classique sur la gratitude. Mais surtout, je vous repose la question, une fois que vous avez réellement mis en contact les 150, 200 personnes, au sens réel, j'exagère pas, 200 personnes derrière ça, j'exagère pas du tout, à mon avis, il y en a plus. Une fois que vous avez fait ça, combien vaut ce gobelet? Et est-ce que dans le rapport que j'ai à cet objet, c'est encore un rapport à l'objet ou est-ce que c'est un rapport à la relation? Vous avez là, d'un point de vue professionnel et paix économique, qu'est-ce que c'est que passer d'un monde objet d'exploitation à un monde sujet de relation? Et aujourd'hui, il y a des entreprises qui ne regardent les choses qu'à travers le monde sujet de relation.
Je vous donne un exemple. Une entreprise qui est mécène, notre chaire fonctionne parce que c'est les entreprises qui nous financent. Une entreprise qui finance a décidé de prendre, elle vient de nous rejoindre, a décidé de prendre comme critère majeur de choix de la sélection des projets qu'ils veulent engager une question assez simple: est-ce que cela va bénéficier à nos enfants? Ça, c'est leur point de départ. Quand un nouveau projet est proposé, si le projet proposé ne répond pas oui à la question est-ce que ça sert à nos enfants, on arrête la réunion immédiatement, on ne va pas plus loin. Ça répond oui, on engage le design du projet, et à un moment donné, quelque chose est produit, un bien ou un service. Et bien à ce moment-là, avant de le mettre sur le marché, le dernier critère qui va décider si oui ou non on le met sur le marché, c'est la même question. Vous imaginez bien qu'économiquement, c'est un sacré risque, parce que je peux avoir passé un vrai temps avec un investissement financier, un investissement de temps avec du projet, des personnes. Eh bien si, quand à la fin ça ne répond pas à ce que ça répond aux enfants, l'entreprise dit stop. Cette entreprise est allée au Japon, a voulu créer une relation avec une entreprise japonaise, et quand le dirigeant français, ça me gêne de dire français parce que le propos c'est pas français, donc quand Jean-Philippe rencontre Monsieur Kao, avant Monsieur Kao, le précédent, et qui lui dit bah, voilà notre mode de fonctionnement, c'est ça. On est là dans l'industrie, hein, c'est une entreprise qui fait du traitement de déchets industriels, donc on est dans du lourd, au cas où vous penseriez que c'est des coachs et que les coachs sont là-haut, c'est pas des coachs, retraitement de déchets industriels. Première présentation au Japonais, le premier Japonais qu'il rencontre lui dit moi je veux pas faire de joint venture sur un truc comme ça, ici on est là pour faire du business. Fin de la relation. Deuxième rencontre avec Monsieur Kao cette fois-ci, première réunion, aucun intérêt pour Monsieur Kao. Deuxième réunion, aucun intérêt. Jean-Philippe retourne à l'hôtel le soir et le lendemain matin, quelqu'un frappe à la porte. Il ouvre et c'est Monsieur Kao. Vraie histoire. Et Monsieur Kao lui dit je vous présente toutes mes excuses. Jean-Philippe lui dit je ne comprends pas. Si vous m'avez dit que ça ne vous intéresse pas, ce n'est pas très grave. Sauf que Monsieur Kao lui dit si c'est grave, parce qu'en fait, je n'ai pas réussi à dormir de la nuit et je viens de prendre conscience, il le savait, que tout ce qu'on fait pour réussir à balancer tous nos déchets aux Philippines, ça ne marche pas. Donc je veux bien qu'on crée une joint venture et que vous m'aidiez à transformer mon entreprise pour que mon entreprise, alors il ne l'a pas dit comme ça, mais je vais le redire avec ces mots-là, focalise sur le lien et pas sur le contenu. Le temps passe trop vite. On a 4 axes de recherche, la dimension de l'intime. Je ne vais pas aller plus loin parce que j'aurais rien d'autre à rajouter que ce qu'ont rajouté mes prédécesseurs. Pourquoi l'intime? Parce que si vraiment je veux être un agent de transformation dans l'entreprise, encore faut-il que j'ai pris conscience qu'il y a quelque chose à transformer chez moi. Nous avons un lien sur la dimension du relationnel, comment j'entre en relation, comment j'entretiens mes relations. Vous allez retrouver ici la qualité de vie au travail, les RPS, etc. Et bien sûr la communication non violente. Paix intérieure pour le premier axe, paix relationnelle pour le deuxième axe. Nous avons un troisième axe de recherche qui est la relation avec l'ensemble des parties prenantes. Là, c'est important, je vais reprendre cet objet-là, parce que la question de la paix, que la personne qui présentait le centre a rattaché à la nature, à l'environnement. Ensuite, Jean Gérard l'a rattaché à la personne en parlant de la paix intérieure, et je crois que tu as aussi parlé de la paix à la nature. Catherine a parlé de la paix avec la relation, Maxime a parlé de la paix avec mes représentations. Puis il y en a un qui n'était pas cité, c'est celui que j'ai pris comme exemple, ce qui a transformé ma présentation du matin, c'est la paix avec les objets. Parce que dans ce modèle de surconsommation agressif, destructeur, eh bien, il y a la question de la paix avec les objets. C'est quoi la paix avec les objets? C'est que quand l'iPhone 14, 15, 16, 17 sort, alors que j'ai celui qui est précédent, il y a quelque chose qui est à l'intérieur qui dit le 17 est sorti quand même, il a plus d'applis, il fait ça, il prend des photos en plein milieu de la nuit, c'est quand même fabuleux. C'est l'histoire de la montre de ce jeune comique français qui dit j'ai une montre qui va à 2000 mètres. Le gars il dit t'as une montre qui va à 2000 mètres? Il dit 2000 mètres. Et l'autre lui répond 2000 mètres, donc si par hasard un jour tu tombes à 2000 mètres, la première chose qu'il va faire c'est de se dire elle marche. La paix avec les objets est fondamentale. Et dans la relation industrielle, dans les modèles économiques qu'on a, une énorme partie du travail, c'est de détruire cette conscience-là. Qui fait par exemple que vous avez certainement, si vous êtes plus vieux, nettoyé plus de chaussures et ciré plus de chaussures que ceux qui sont tout jeunes aujourd'hui. Pourquoi? Parce que comme il n'y avait pas les moyens, eh bien, le projet et l'objet, qui d'ailleurs avait été fait par le cordonnier du coin que vous connaissiez, pour respecter le cordonnier du coin, vous vous occupiez de l'objet. Il y a un dernier axe de recherche qui est la question des territoires, qui est la question plus structurelle, on va dire, qui va de la violence des contrats d'affaires internationaux
à la question territoriale. Comment peut-on créer des territoires de paix économique? Parce que dans tout ce que je viens de vous raconter sur ce modèle hégémonique, il a un impact sur nous tous, et je crois que c'est Jean Gérard qui en a parlé, je ne suis plus très sûr. Il a un impact sur nous, c'est que nous sommes tous éduqués, je vais le dire en anglais, désolé, à être des problem solvers. Notre éducation, c'est résoudre des problèmes, avec une espèce de croyance de fond qui va se développer, qui est que quand j'aurai résolu tous mes problèmes, alors je serai en paix. Si vous êtes comme moi, vous avez donc une to-do list quand vous bossez. Et l'idée, c'est, si ce soir, j'arrive à barrer tout ce qu'il y a sur ma to-do list, j'irai bien. Ce qui est dingue, c'est qu'on fait toute notre vie. Et on sait toute notre vie qu'on aura beau barrer ce qu'on veut, ça vient se rajouter, puis que celui qui était en niveau 1 sera en niveau 2, etc. Avec une insatisfaction qui est perpétuelle. Pourquoi ? Parce que notre paradigme dominant nous fait croire que si rien ne va mal, alors j'irai bien. Ce qui est d'une fausseté hallucinante. Ça n'est pas parce que rien ne va mal que je vais bien. Ce n'est pas les mêmes continuums. Bien sûr qu'il faut résoudre les problèmes. Si je suis sur un chantier qui a des risques de chute d'objets, je ne vais pas dire en premier lieu à mes ouvriers « méditez ». Le marteau s'arrêtera là. Non, je vais leur dire « tu portes ton casque ». Et puis tu portes ton casque dans une règle particulière. Ça sera un endroit de discussion pour nous. Parce que la règle et la punition, elle a un rôle fondamental, c'est de redéfinir correctement mon espace de liberté, c'est-à-dire l'espace qu'on a choisi en commun, parce qu'on a créé des règles communes. Et j'ai besoin de percevoir cet espace si je veux savoir où est ma liberté. Et le manager que je suis a besoin de définir correctement cet espace pour que l'autre entende que liberté ne veut pas dire joie, que liberté veut dire responsabilité. Et que plus je la réclame, plus ce que je suis en train de réclamer, c'est que je suis responsable de ce qui se passe dans mon espace de liberté. Et que si je ne vais pas au bout de ma responsabilité, peut-être qu'à la fin, c'est pas sûr, parce que la responsabilité n'entraîne pas forcément la condamnation, n'entraîne pas forcément la faute, mais peut-être qu'à un moment donné, il y aura faute. Et que si vraiment je suis responsable, me répond mon ami Thomas, qui était juge, il me dit, mais à la fin de tout ça, la punition a un objet majeur, c'est continuer de dire à l'autre, tu es encore dans cette société-là, tu es membre de la société. Et simplement, dans l'acte que tu as eu, c'est la punition qui vient de te rappeler que tu es membre de la société. Si tu n'étais plus membre, tu serais exclu. Vous vous souvenez du débat sur être apatride ou pas, qu'il y a eu il y a quelques années chez nous? La punition fait encore ça. Alors, je voulais le dire, ça parce que dans les messages, quand je les entendais, j'ai toujours peur de cet endroit entre tout le travail, et il est très joli et il est fondamental, parce que je suis désolé, je vais dire quelque chose avant de terminer ma phrase. Bien sûr que lui, là, il est assujetti à lui ici et pas l'inverse. L'objet, c'est bien la question du cœur, si je parle du lien. Ce n'est pas la question du cerveau. Mais ce cerveau, dont Jean Gérard dit c'est un outil fabuleux, c'est un outil fabuleux. Et c'est quoi son job? C'est de s'assurer que lui ne délire pas trop. Parce qu'entre-temps, pour vivre ensemble, on a créé des espaces, on a créé des règles, on a créé des lieux de liberté, et que lui va pouvoir dire à un moment donné, non, 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 non. Là, ta justification qui me fait croire que si tu lui dis ça, ça va la peiner, n'est absolument pas juste, ça ne va pas la peiner. Ça va lui dire qu'elle est en train de sortir du cadre qu'on a défini en commun. Et sa liberté et ma façon de la respecter sera beaucoup plus juste si je lui dis qu'elle sort du cadre qu'on a défini en commun, que si je ne lui dis rien, ou là, elle ne le sait pas, mais le lien vient de se détendre. Parce qu'au fond de moi, je vais garder qu'elle est sortie du cadre et qu'en plus, elle m'a empêché de lui dire. J'ai aussi dépassé le temps, et je vais profiter d'avoir le micro. Parmi les petits messages importants, si la question anthropologique est donc la conscience que nous sommes en interrelation perpétuelle et non pas que nous sommes au-dessus et en dehors de la nature, si la question anthropologique présentée par Maxime qui dit à partir du néolithique, on va commencer à avoir une exploitation de la nature, je vais faire le raccourci parce qu'il y a plein de choses à dire entre les deux, c'est venu complètement s'ancrer à partir des Lumières. Il l'a dit, mais pas jusqu'au bout. Que disent les Lumières? C'est les Lumières qui vont créer le concept de culture. Et que le distinguo dans une culture qui est principalement dichotomique qu'est la nôtre, le distinguo nature-culture, sous-tendu par les questions des religions qui disent que le paradis est à notre disposition, sous-tendu par le néolithique, va faire qu'à un moment donné, je me sépare de la nature. Donc la question anthropologique va complètement irriguer le modèle hégémonique économique et va faire croire à tout le monde économique que tout est exploitable. Et bien sûr que la nature est exploitable, mais vous êtes exploitable.
puisque vous êtes des ressources humaines. Ces dernières années, il y a des gens qui ont trouvé un autre mot que je trouve encore plus terrible, mais il a été inventé parce qu'il paraissait que c'était mieux. Donc vous êtes maintenant un capital humain. Je ne suis pas sûr que ce soit mieux que ressources. En tout cas, si je peux me servir de l'exemple, eh ben, on voit bien que ce modèle est tellement hégémonique que quand ressources me gêne, parce que je me dis mais c'est des gens, c'est pas une ressource, eh ben, j'arrive pas à sortir de la boîte. Donc je me dis on va prendre capital. Pourquoi capital? Ben, parce que capital c'est quand même beaucoup mieux que ressources, sauf que c'est toujours le même modèle. C'est-à-dire que je suis toujours regardé à travers ce que je vaux et comment je vais être négociable. Que disent les animaux pour quitter les humains? Qu'est-ce qu'ils disent des animaux qu'ils vont manger? Vous savez comment ça s'appelle un troupeau de vaches aux États-Unis? Livestock. Et puis ça sera la fin, je vais y revenir. Si j'oublie, vous me redirez, je veux terminer sur la question du sensible. C'est un stock, ce n'est pas un animal. Je reviendrai sur le sensible après. Que disait Bolsonaro quand il détruisait la forêt amazonienne? Il disait c'est du bois. Il ne disait pas c'est une forêt. Pourquoi? Et maintenant je vais rejoindre les trois. Si vous êtes une ressource, si l'animal c'est un stock, et si la forêt c'est du bois, et bien tout ça, ce sont les premières étapes de toutes les situations conflictuelles. L'immense énergie que je vais déployer pour me faire croire que celui, celle, animal, forêt ou personne humaine que je veux détruire est plus bas que moi. Donc ce n'est pas très grave. Monsieur Poutine nous a dit juste avant d'attaquer, les Ukrainiens sont des nazis. Pourquoi? Parce qu'un nazi, ça se tue, quoi. C'est quand même évident. Que dit mon Norvégien à Londres il y a quelques semaines? Il dit pour faire la paix, il faut d'abord tuer les diables, les Iraniens. Vous connaissez l'étymologie de diable? C'est ce qui divise. D'abord en moi. Comment je peux croire, si je n'ai pas un paradigme qui est le nôtre, comment je peux croire que diviser va nous faire vivre? Je ne peux le croire que si j'ai un paradigme qui me dit que c'est l'objet qui compte. Parce que si je sépare un objet qui n'est pas bon, moi je reste toujours avec l'objet que je suis. Mais si je le remets dans la dimension anthropologique, qui est que ce qui compte, c'est le lien avant tout, eh bien diviser, c'est mourir. Parce que si je tue l'autre, je me suis tué. Je termine juste sur le sensible, je suis vraiment désolé. Donc la question, ça me permettra la boucle avec la pleine conscience et la CNV. Donc la question la plus fondamentale pour nos étudiants, pour nos enfants d'abord, on a un projet qui s'appelle Jeunes ambassadeurs de paix économique. Beaucoup de mal à le faire décoller, entre autres parce que ma patronne me dit « t'as rien à faire avec l'éducation nationale ». Ma réponse est de dire « si », parce que eux là, dans quelques années, c'est mes étudiants. Et si quand ils arrivent à moi, ils me disent déjà que je suis un rêveur parce que je pense à la paix, alors c'est qu'il y a un travail à faire avec eux. La question du sensible qui donc va venir jouer chez les plus jeunes, chez les moyens et dans la vie de tous les jours, elle dit quoi? Elle dit c'est le meilleur moyen que j'ai pour ne pas perdre contact avec la vie et ne pas perdre contact avec la relation. Et je vais reboucler avec mon point de départ qui était la question du fragile et du vulnérable. Pourquoi je me suis intéressé à fragile et vulnérable? La parenthèse, c'est que j'ai été pilote de chasse parce que je voulais faire ma thèse sur le sujet. Et comme je suis un fils de bûcheron, j'avais du mal à imaginer de faire une thèse sur une revue de littérature. J'avais besoin, si je reprenais l'exemple de l'expérience, j'avais besoin de sentir ce que c'était puissant et vulnérable. Et donc j'ai fait 7 ans dans Puissant et vulnérable. Et j'en suis sorti pour faire cette thèse. Et qu'est-ce que dit la thèse? Mais elle dit en fait, c'est le sensible qui est fondamental. Nous avons besoin absolument de nous rééduquer au sensible. Qu'est-ce que ça va vouloir dire pour la plupart d'entre nous? Arrêtez de croire qu'il faut nous présenter sur notre meilleur jour. La seule raison pour laquelle j'ai travaillé puissant et vulnérable, c'était mes propres angoisses. Sans angoisse terrible, des vraies angoisses, sans angoisse terrible, jamais de la vie je ne travaille sur puissant et vulnérable. La croyance qu'on a que si nous sommes fragiles, nous ne pouvons pas être puissants, je peux vous assurer que j'étais pilote, puis j'étais plutôt un bon pilote. Rien ne m'empêche de devenir puissant parce que j'ai des fragilités. Tout m'empêche de devenir relationnel si je ne vois pas mes fragilités. Pourquoi? Parce que si je les regarde, ces angoisses-là, je vous retrouve, et ça sera ma dernière phrase, parce que qu'est-ce qui nous relie en fait? Si on fait ce que nous dit notre société et qu'on essaye de se relier par nos réussites, et on fait tous ça, je suis l'entreprise qui est la première mondiale, j'ai un chiffre d'affaires bien plus gros que le tien, d'ailleurs on était les premiers à inventer ça, etc. etc. Et puis moi, j'ai un bac scientifique avec mention, et puis j'ai fait telle école parisienne, parce qu'en France, c'est pas parisienne, ça marche pas. Ça, c'est ce qu'on nous dit de faire. Mais qu'est-ce qui nous relie dans la salle, là?
C'est pas ça, parce qu'on a tous fait quelque chose de différent. Par contre, nos fragilités, elles nous relient. On est émotionnel, on est fragile, on est sensible, on est mortel, on est déstabilisable à souhait. Et je ne peux pas être un bon pilote si je ne sais pas où sont mes fragilités. Et je ne peux pas être un bon manager si je ne connais pas mes points d'appui qui font que quand quelqu'un dit ça, bing, il vient appuyer sur mon déclencheur, ça me fout dans une colère noire et je ne sais plus en sortir. J'ai besoin de connaître un sensible parce que c'est mon sensible qui me remet en lien avec la vie. Merci beaucoup. Je suis ravie que vous soyez là. Donc la question c'est, est-ce que quelqu'un a une opinion sur l'intelligence artificielle qui va aussi peut-être de pair avec la domination, le lien avec les autres, le lien au monde, etc. Et qui est tellement un sujet d'actualité, donc tout le monde s'interroge sur le sujet. J'ai une vision qui est très personnelle, hein, donc elle n'est pas académique. À chaque fois qu'il y a eu des ruptures technologiques importantes, on a vu les deux possibilités germer assez vite. C'est-à-dire tout ce que ça peut nous apporter de bien et tout ce que ça nous apporte de mal. La semaine dernière, j'étais dans une autre table ronde où quelqu'un était là pour présenter les intérêts de l'intelligence artificielle et il nous a présenté tout un ensemble d'intérêts qui sont vraiment très très agréables. Sauf que en moi, il y a un vieux truc de militaire là qui sait très bien qu'à chaque fois qu'on a inventé une technologie nouvelle, le maximum de budget, les meilleurs ingénieurs, le temps principal passé, pour l'instant, a servi à une chose fondamentale, c'est créer des armes. Donc j'ai à la fois une vision d'intérêt, parce que je vois bien tout ce qu'on pourrait en faire, et puis j'ai une vision d'inquiétude de qu'est-ce qu'on va en faire vraiment. Et on a du mal à sortir de ces endroits-là. Hein. Alors il y a tellement... en même temps, j'ai le petit bout de conversation qu'on vient d'avoir. Mon espérance à cet endroit-là, et c'est pour ça que, vous savez, quelqu'un aurait pu me poser la question, qu'est-ce qu'on fout dans une business school, en fait, pour parler de la paix? Vraiment, la question pourrait venir. Je commence non seulement à me poser la question, puisque ça fait 20 ans que je me la pose, on est là parce que c'est là qu'il faut être. Si on ne transforme pas, je crois que c'est Catherine qui a dit ça pour les enfants, si on ne transforme pas la façon que nous avons de former nos futurs managers et nos futurs leaders, alors on aura toujours la même cause, mêmes effets. Et je vous assure qu'être au milieu du Zambèze à contre-courant pendant 20 ans, ça commence à être fatigant. Et cette question de l'intelligence artificielle, elle est là. Bien sûr que le monsieur qui est avec moi il y a 10 jours et qui parle d'intelligence artificielle en montrant tout ce que ça a de bon, mais je le comprends et je le suis. Mais il faut qu'il se remette au milieu du Zambèze. Pour info et pour anecdote, dans les années 80, quand les personal computers sont sortis, l'info principale du marketing, c'était « vous verrez, avec les ordinateurs personnels, votre temps de travail va réduire ». Retournez aux pubs, hein, vous verrez que c'était ça la pub principale. C'était « on va gagner du temps pour nous ». Je ne sais pas ce que ça a provoqué pour vous. Pour moi, ça n'a pas provoqué ça. Donc voilà, mon inquiétude, elle est vraiment à cet endroit-là. Mais pour le coup, dans ce centre de recherche, ce qu'on tente, et c'est pas facile parce que structurellement, rien ne le permet, on tente vraiment de créer de l'interdisciplinaire, donc que des anthropologues puissent travailler avec des management psychologues, avec des spécialistes de la CNV, avec des biologistes, avec des mathématiciens, avec des médecins, avec des théologiens, c'est-à-dire tout ce qui fait notre humanité, pour pouvoir répondre à ces questions-là. Parce que sinon, on va se retrouver dans le mot de la fin, c'est que le regard qu'on va porter sur l'intelligence artificielle, il va partir de chez nous, puisque c'est nous qui avons les moyens de la faire vivre aujourd'hui. Et même si on crée un comité d'éthique, ça va être un comité d'éthique de chez nous. Je vais juste faire quelque chose parce que ça va me faire plaisir, ça va rejoindre la discussion de juste avant. Savez-vous quel est le point d'origine en termes de texte des deux déclarations universelles des droits de l'homme, l'américaine et la française? Là où les Américains ont gagné et là où les Français veulent leur faire croire en continu que c'est eux qui l'ont écrite la première. Quel est le texte qui a servi de fondement? C'est le texte du Mandé, qui est un texte malien du XIVe, XVe siècle. C'est-à-dire ce qui va nous permettre de créer, nous, notre Déclaration universelle des droits de l'homme, qu'ensuite on essaie de dire à tout le monde, regardez comme on est gentil, c'est un texte africain. Et pour faire un lien avec ce qui a été dit juste avant, on a un projet, c'est pour ça que je voudrais qu'on soit en lien, qui s'appelle « Apprenons d'ailleurs », en l'occurrence apprenons de l'Afrique, parce que l'UNESCO a quelque chose qui va vers l'Afrique, mais apprenons d'ailleurs, c'est homme-femme, c'est handicap, non-handicap, c'est géographique, bien entendu, c'est des métiers aussi. Et principalement, ce qui va compter dans cet apprenons d'ailleurs, le mot a été pris là sur la question des différences culturelles. L'Occident parle de nos différences culturelles. Qu'est-ce que c'est qu'une différence? C'est un mur.
Quand je montre ma différence, j'érige mon mur en disant « Regarde, moi je suis comme ça, puis toi, tu es différent ». Mais quand j'ai mis deux murs face à face, j'ai créé le début du conflit. L'Afrique nous propose autre chose avec Ubuntu, je ne vais pas revenir sur ce qui a été dit, et la Chine, dans la pensée chinoise, nous propose autre chose à travers le Chuang-Tzu, à travers le taoïsme, qui dit quoi? Qui dit ce qui compte, c'est l'espace. C'est-à-dire qu'au lieu de regarder mes différences, je vais voir qu'est-ce qui fait écart, Afrique-France, mais cet écart a juste de l'intérêt parce qu'il fait un entre avec un E. Nous, avec nos différences culturelles, on a fait un entre avec un A. Quand on se rencontre, là au milieu, ça brûle. Comment on crée cet espace-là? Et si je reviens à la question de départ, sur les technologies, c'est ce qu'il faut qu'on fasse. Il faudrait pouvoir se poser, créer un espace sécure dans lequel chacun d'entre nous peut rentrer dans l'antre, parce que c'est dans l'antre qu'on va se rencontrer et qu'on va pouvoir partager, alors que nos différences, elles ne font que nous séparer. Merci Dominique.